Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis toujours très heureux de vous retrouver. Le 15 septembre à Washington, la capitale des États-Unis d'Amérique, les dirigeants des États d'Israël, des Émirats et du Royaume de Bahreïn ont signé des accords de normalisation des relations. Les réactions à cet événement ont varié. Les États-Unis l'ont décrit comme un changement historique sur le chemin de la paix au Moyen-Orient. En revanche, l'Iran, la Turquie et l'autorité palestinienne les ont condamnés en les qualifiant de grande trahison. D'autres pays ont choisi le silence, attendant la réalisation d'un quelconque résultat sur le terrain. Parmi ces pays figure le Maroc. Il ne s'oppose pas à la paix avec Israël, mais il veut s'assurer que les droits du peuple palestinien soient préservés avant toute réaction de son côté. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons poser les questions suivantes. Que représente cet accord pour les Palestiniens? Permettra-t-il la création de l'État palestinien indépendant ou pas? Nous évoquerons également ce que représente cet accord pour le Maroc, puisque, historiquement, le Maroc a joué un rôle déterminant dans la paix entre les Arabes et les Israéliens. Le roi Hassan II a été un médiateur important dans la préparation de la visite d'Anwar Sadat en Israël, et le Maroc a été l'acteur majeur dans la conclusion de l'accord Gaza-Jéricho entre Yasser Arafat et Ishaq Rabin. Dans le même ordre d'idées, les Juifs marocains sont la deuxième communauté nationale en Israël et le Maroc est considéré comme le pays arabe qui compte le plus grand rassemblement juif. Et Sa Majesté le roi Mohammed VI, en sa qualité de président du comité Al-Quds, aura certainement un rôle central dans la détermination de l'avenir de ces accords. Sur cette base, comment ces accords changeront-ils la dynamique de ce processus de paix? Comment les élections présidentielles américaines affecteront-elles le rôle des États-Unis dans ce processus de paix? Et quel rôle pourrait jouer un pays comme le Maroc dans le soutien de la solution à deux États? Pour débattre de ces questions-là et faire le point sur ce dossier, j'ai le plaisir d'accueillir David Makovsky, Senior Fellow à Washington Institute for Near East Policy et directeur des programmes de relations israélo-arabes à l'Institut. Il est également professeur d'études sur le Moyen-Orient à l'université Johns Hopkins et il était entre 2013 et 2014 conseiller principal de l'envoyé spécial dans les négociations israélo-palestiniennes au département d'État américain. Aussi, avant de travailler à l'Institut de Washington, Makovsky a remporté un prix de journalisme pour avoir couvert le processus de paix de 1989 à 2000. Il a été également rédacteur en chef exécutif du journal Johnson Post et rédacteur diplomatique du journal israélien Haaretz. Il était connu à travers ses contributions régulières dans la presse, notamment le magazine US News and World Report. L'année dernière, il a coécrit un livre avec un collègue de Washington Institute que nous avons déjà accueilli ici, intitulé Be Strong and of Good Courage, How Israel's Most Important Leaders Shaped Its Destiny. Nous avons le plaisir d'accueillir David, mais avant d'entamer la discussion avec notre invité, on va d'abord joindre la correspondante de l'émission Adèle Nazarian. Adèle, quelles sont les réactions les plus importantes dans la rue dans la capitale américaine Washington concernant ces accords et le rôle du Maroc dans cette question? Merci infiniment, Adam. Comme vous le verrez dans quelques instants, j'ai parlé avec la communauté juive marocaine ici à Washington et ils sont fiers du roi du Maroc et du royaume du Maroc pour les bons offices et le comportement exemplaire du royaume. Car le Maroc est en fait le meilleur exemple de coexistence religieuse. Je vous propose d'écouter des témoignages. On aurait voulu voir les Israéliens faire un peu plus d'efforts pour accommoder les pays arabes, surtout qu'ils se sentent qu'ils ont passé un très mauvais moment pendant l'histoire. Et on comprend très très bien le cas des Israéliens, des Juifs, etc., le passé. Mais tout ça, il faut faire des efforts. Il y a plus d'1 million de Juifs marocains aujourd'hui en Israël.
Et le Maroc a une influence énorme sur la communauté juive d'Israël, juive marocaine d'Israël. Et donc, ils ont tous un respect très profond pour Sidna, Mohammed Sadis, que Dieu le protège. Et ce respect est reflété dans toutes leurs activités de tous les jours. Je me félicite en tant que juif marocain de ce rapprochement entre un pays arabe musulman et Israël. Je suis extrêmement heureux. Par rapport à mon identité marocaine, je suis extrêmement fier, profondément fier d'être marocain, de parler du Maroc là où je me trouve. Merci Adel. Je me tourne à présent vers l'analyste de l'émission, J.D. Gordon. J.D., pensez-vous que ces accords ont un impact sur les chances de Trump d'être réélu dans les prochains jours? Je pense que c'est possible, Adam, car la paix entre les Arabes et Israël est une question régionale importante aux États-Unis d'Amérique et dans des États comme la Floride. Le fonctionnement des élections ici diffère des élections nationales générales telles qu'elles sont connues, car il s'agit d'élections dans 50 États en plus de Washington, D.C. en principe. Il y a environ 10 à 12 États qui sont partagés à part presque égale entre républicains, démocrates et indépendants. La Floride est le troisième plus grand État et elle fait partie de ces États swing et a une grande communauté juive américaine à un taux élevé allant jusqu'à 3% de la population. Et c'est une communauté très influente parce qu'elle comprend des hommes d'affaires, une élite politique et de gros donateurs, et donc ils ont une influence supérieure à 3%. Nous nous souvenons tous de l'année 2000 lors du duel entre Bush et Al Gore. La décision est revenue à la Floride et Bush est devenu président parce qu'il a gagné en Floride et les résultats étaient très proches. Et donc ce sujet de la paix entre les Arabes et les Israéliens est une question primordiale dans cet État et cela peut aider Trump à gagner, ce qui signifie qu'il remportera un deuxième mandat. D'accord, merci J.D. Je me tourne à présent vers notre invité, David Makovsky. Je veux commencer par ce que vous avez écrit, David, dans un article du Washington Post. Certains observateurs semblent supposer que les récents accords visant à normaliser les relations entre Israël et les Émirats arabes unis signifieront la fin des efforts pour parvenir à une solution à deux États au conflit israélo-palestinien. Mais heureusement, ceux qui recherchent une solution à deux États ne désespèrent toujours pas, puisque les progrès accomplis sur la scène israélo-émiratie peuvent être un pan dont nous avons désespérément besoin pour éviter l'impasse actuelle. Et la diplomatie compétente peut utiliser la normalisation comme point de départ vers la solution des deux États. Ce qui est étonnant ici, c'est que de nombreux observateurs dans le monde arabe considèrent ces accords comme un vrai désastre. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs pourquoi vous pensez que ces accords sont un soutien à la solution à deux États? Tout d'abord, je vous remercie, Adam, de m'accueillir. Revenons à l'histoire. En fait, deux accords de paix ont été conclus entre Israël et deux pays arabes jusqu'à ce que nous ayons atteint cette dernière signature, le traité de paix israélo-égyptien de 1979 et le traité de paix israélo-jordanien de 1994. Ce que nous avons vécu dans chaque situation, c'est que dès qu'un pays rejoint le cercle de la paix, il souhaite que d'autres pays le rejoignent et ne souhaite pas rester seul et souffrir de l'isolement politique. C'est pourquoi nous avons vu l'Égypte et la Jordanie agir de concert et unir leurs efforts pour maintenir la paix et pour qu'il n'en reste aux deux accords séparés sans se soucier des autres. Et nous devons comprendre qu'il y a un changement dans la dynamique régionale, ce qui me fait espérer que nous sommes devant un pont. Nous devons être honnêtes et dire que l'ancien concept intitulé l'Initiative de paix arabe de 2002 doit être reconsidéré,
puisqu'en 2002, la situation au Moyen-Orient était différente et il n'y avait pas d'organisation comme Daesh, et l'Iran n'avait pas cette influence régionale comme celle dont il dispose aujourd'hui. Le Moyen-Orient était différent et la technologie israélienne n'était pas dominante et n'avait pas atteint le niveau pionnier actuel. Conclusion, l'initiative de 2002 reposait sur l'idée de parvenir d'abord à l'accord auquel aspirent les Palestiniens et si cet accord est conclu, nous pouvons parler de paix entre les pays arabes et Israël. Mais ce que nous avons vu, c'est que les pays arabes ont attendu 18 ans sans voir cet objectif réalisé, et ce n'était pas parce qu'on n'avait pas essayé de le faire. Les États-Unis ont fait 3 tentatives principales. Le président Clinton a tenté en 2000 et Condoleezza Rice en 2007 et 2008, et je travaillais à l'époque pour le département d'État américain. J'ai contribué à une tentative américaine en 2013 et 2014, et les efforts américains ont été intenses, mais nous ne sommes pas parvenus à un accord. Dans de nombreux cas, nous n'avons pas reçu de proposition en retour de la partie palestinienne. Par conséquent, je suis préoccupé par l'ancien concept qui est basé sur une relation de cause à effet, c'est-à-dire attendre la création de l'État palestinien avant la conclusion d'un accord de paix avec les pays arabes. C'était un concept qui était valable en 2002, mais en 2020, les pays arabes ont des intérêts régionaux et sont préoccupés par le danger de l'Iran et par d'autres problèmes, de même qu'il existe des enjeux et une course technologique. De ce fait, nous devons réfléchir différemment à la manière de construire ce pont qui n'est plus le pont de 2002. Merci David pour cette analyse pertinente. Nous poursuivrons, chers téléspectateurs, notre discussion dans quelques instants après une courte pause pour développer justement cette idée de pont que vous avez mentionnée. Restez avec nous. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Aujourd'hui, on discute les accords visant à normaliser les relations entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, et ce que cela signifiera pour le processus de paix et plus important encore, ce que cela signifie pour les efforts visant à trouver la solution à 2 États. Avant la pause, notre invité David Makovsky a déclaré que le modèle de la paix avait changé et que l'initiative de paix arabe n'est plus une base viable de lancement. Je veux revenir avec vous sur ce même point et je pense que je suis d'accord avec vous que 18 ans après l'initiative de paix arabe, et malgré les efforts de nombreux acteurs, dont vous, pour parvenir à un accord entre les Israéliens et les Palestiniens, nous sommes maintenant devant une nouvelle approche et certains l'ont décrite comme une orientation afin de résoudre la situation de l'extérieur d'une manière qui affectera la solution de l'intérieur, ce qui signifie que l'initiative arabe est basée sur l'idée que le travail doit commencer de l'intérieur entre les Palestiniens et les Israéliens pour parvenir à un accord. Et ensuite, l'action extérieure suivra par la normalisation entre Israël et le reste des pays arabes. Mais selon la logique de ces derniers accords, la solution prendra son origine de l'extérieur du cercle du conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire avec un accord entre Israël et ses voisins arabes qui ferait en sorte qu'Israël se sente en sécurité et aura donc un impact sur le conflit israélo-palestinien. Alors pourquoi voyez-vous qu'une telle approche est pratique et meilleure sur le terrain ? Cela sera mis en pratique cette année car le grand changement est qu'en raison des principaux progrès réalisés par les Émirats, la décision israélienne d'annexer des terres en Cisjordanie n'est plus sur la table pendant au moins 4 ans. Car en raison de la décision prise par les Émirats arabes unis, l'annexion a été suspendue et c'était une véritable réussite de mon point de vue puisque les Émirats ont été en mesure de proposer un lien fin entre la normalisation et la suspension du projet d'annexion. Et cela peut convaincre d'autres pays et c'est peut-être la manière la plus sûre de travailler et nous voyons d'autres cas similaires à cela. Certainement, les Émirats ont les ressources et nous avons vu que Sheikh Zayed, le père du prince héritier, a construit une ville entière dans la bande de Gaza, appelée Sheikh Zayed City. En fait, avec les ressources des Émirats, ces négociations peuvent être facilitées. C'est vrai qu'il y a une certaine tension entre les Émirats et les Palestiniens qu'on ne peut pas nier.
Mais cela date d'avant l'étape du processus de normalisation. Nous devrions penser, au lieu de blâmer les Émirats comme le font les Palestiniens maintenant, à inviter ces derniers à la table de négociation, puisque les Émirats arabes unis ont fait le premier pas en ce qui concerne la suspension de l'annexion. Je vois qu'ils auront naturellement plus d'influence sur Israël après le début de la normalisation des relations. Et il est surprenant qu'Israël entretienne de bonnes relations militaires avec les forces armées des pays qui ont conclu des traités de paix avec elles, comme les forces armées égyptiennes, les forces armées jordaniennes et les services de sécurité palestiniens qui ont une certaine influence dans les pays arabes. Par conséquent, je pense que nous devons réfléchir à la manière d'utiliser ces accords de paix dans ces relations sécuritaires en vue de bâtir la confiance en ce qui concerne le volet palestinien. Vous savez, tout au long de l'histoire, de hauts responsables marocains ont utilisé leur influence sur Israël pour la pousser vers une orientation positive. Et c'est ce que font également les accords récents entre les Émirats arabes unis, Bahreïn et Israël. Je vais lire une partie de ce que l'ancien ambassadeur américain Edward Gabriel au Maroc a écrit dans un article. Je cite, « Sa Majesté, le roi du Maroc a clarifié sans ambiguïté sa vision au cours des 20 dernières années concernant la Palestine en soutenant fermement l'État palestinien en sa qualité de président du comité Al-Quds. » Fin de citation. Alors, lorsqu'il s'agira d'utiliser les relations avec Israël et la confiance qui s'est bâtie au fil des années, comment le Maroc utilisera-t-il ces relations distinguées avec l'Amérique, ses relations avec Israël et ses engagements envers la question principale, qui est la question palestinienne, pour progresser sur la voie des négociations? J'ai lu un article formidable de l'ambassadeur Edouard Gabriel que je connais depuis de nombreuses années et je pense qu'il a raison de dire qu'environ 45 000 juifs marocains et citoyens israéliens visitent le Maroc et ces relations remontent à de nombreuses années. Comme je l'ai mentionné dans mon livre commun avec Denis Ross, et j'ai beaucoup écrit sur les principales réunions secrètes accueillies par Sa Majesté le roi Hassan II, qui ont abouti à la visite du président Sadat à Jérusalem. Vous n'avez pas besoin de me convaincre que le Maroc peut jouer un rôle important, mais la question est de savoir comment partir de ce point-ci. Pouvons-nous dire par exemple qu'en cas de normalisation avec Israël, les Israéliens vont arrêter de construire le mur de séparation entre la Cisjordanie et Israël? Et veilleront ainsi à ce qu'il y ait encore une chance concernant une solution à deux États. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites, mais je ferai attention à ce qui peut être fait sur des questions telles que Jérusalem, ou la dimension religieuse du mont du Temple ou de la mosquée Al-Aqsa, puisqu'il y a beaucoup de complications à ce sujet. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, comme ce que les Émirats ont fait en échange de la suspension de l'annexion. On peut élargir ce sujet et dire que le mur de séparation ne doit pas être construit, car même si une solution à deux États ne peut pas être mise en œuvre demain, la porte ne doit pas être fermée à ce qui pourrait arriver le lendemain. De ce fait, je pense qu'il y a des idées pragmatiques et innovantes sur la table, et j'espère que le Maroc en tiendra compte sur la base de son rôle historique pour exercer ce rôle dans l'approfondissement du processus de normalisation. Parfait. Revenons à l'analyste de l'émission, J.D. Gordon. J.D., que pensez-vous des efforts que le Maroc peut déployer, étant un pays qui jouit de la confiance de toutes les parties pour justement soutenir l'avancement des choses? Je pense que le Maroc a prouvé qu'il était un bon partenaire pour les États-Unis avec les deux parties du conflit pour soutenir la paix avec les moyens disponibles. David a soulevé des points importants à cet égard et je suis d'accord avec lui. Je pense aussi que peu importe qui sera le président des États-Unis d'Amérique,
Que ce soit Trump ou Biden, nous verrons un consensus américain sur l'importance des relations arabo-israéliennes. Bien sûr, le Maroc, comme d'autres pays arabes, est dans une situation difficile. D'une part, il y a le sentiment populaire et ce que ressentent les peuples. D'autre part, il y a la responsabilité des dirigeants marocains d'avoir des alliés. Et l'Amérique, qui est le pays le plus important de ses alliés. La paix entre les Arabes et Israël est importante pour l'Amérique. Le Maroc est dans une position difficile, mais il a bien agi ces dernières décennies en jouant un rôle important et constructif. Je me retourne à toi, David. David, nous allons passer à la question palestinienne et permettez-moi de vous poser deux questions. La première, comment ces accords influenceront-ils le décideur palestinien? Et la deuxième question, pensez-vous que les pays arabes qui ont des relations normales avec Israël peuvent aider les Palestiniens à trouver un moyen de négocier une solution à deux États? J'ai consacré ma vie à la question de la coexistence israélo-palestinienne et je veux que les deux parties vivent dans la dignité. Et je crois que les Palestiniens devraient se rendre compte qu'ils vont perdre un temps précieux s'ils ne réexaminent pas certaines idées. Il est clair que la situation restera immobile jusqu'à la tenue des élections américaines en novembre. Ils estiment que si le président Trump gagne, il y aura une certaine orientation, et si Biden gagne, il y aura une autre orientation différente. Si Trump gagne, l'accent sera mis davantage sur le plan de paix que les Palestiniens rejettent, et je suis d'accord avec eux là-dessus, car si j'étais à leur place, j'aurais la même position à l'égard du plan Trump. Ils se retrouveront dans une situation difficile pendant 4 ans si Trump est réélu, mais si Biden gagnait, les Palestiniens peuvent supposer que certaines des mesures prises par Trump, comme la fermeture du consulat américain à Jérusalem ou le refus d'aide américaine au territoire palestinien, seront reconsidérées. Mais les Palestiniens ne doivent pas confondre ces mesures symboliques avec une énorme initiative que Biden pourrait proposer. Je crois que la pandémie du Covid, qui a tué plus de 200 000 Américains et avec d'énormes répercussions économiques négatives aux États-Unis, en plus de la question chinoise et des problèmes commerciaux, inciteront Biden à se concentrer, s'il gagne, sur ces questions et sur la question de la conclusion d'un nouvel accord nucléaire avec l'Iran, selon une approche différente. Toutes ces priorités signifient que ce que le président Obama a fait le lendemain de sa prise de fonction, quand il a affecté le sénateur George Mitchell au dossier du conflit, en le nommant émissaire au Proche-Orient, ne se répétera pas. Et j'espère que les Palestiniens interpréteront pas mal le changement si Biden gagne. Il est vrai qu'il y aura des changements symboliques, mais cela ne signifiera pas une grande initiative de paix et les Palestiniens doivent se rendre compte que les pays arabes ont leur propre intérêt et essaieront de consolider ces intérêts. Par conséquent, au lieu de s'accrocher à l'espoir du train du changement, les Palestiniens devraient être plus novateurs par des mesures et propositions réciproques. Comme j'ai dit à propos du Maroc, les Palestiniens devraient savoir que nous ne sommes pas contre la normalisation. Par contre, nous voulons aussi quelque chose en échange pour ce qui concerne notre cause. Pendant la cérémonie de sa deuxième investiture, le président Abraham Lincoln a dit que nous devons penser et travailler d'une manière tout à fait nouvelle, ce qui est important à mon point de vue. Si la phase post-Trump arrive, il y aura d'autres niveaux de complications liés à la succession dans la direction palestinienne de l'après-Abbas, qui a 85 ans. Car la concurrence ne sera pas seulement entre des personnes qui peuvent avoir des approches plus acceptables envers Israël, mais qui sont aussi plus intègres et sans défaut, ce qui est une autre raison pour exclure le scénario du marathon et suivre juste la course de 2000 mètres. Faisons quelque chose qui peut être accompli progressivement et qui présente des avantages tangibles, mais si nous attendons au Moyen-Orient l'opportunité de tout avoir, nous finissons généralement par ne rien avoir. Chers téléspectateurs, vous avez écouté ces sages paroles de David Makovsky et Abraham Lincoln. Il est temps de penser d'une manière différente et de travailler sur une nouvelle forme.
18 ans se sont écoulés, vous le savez, depuis l'initiative de paix arabe et 10 autres années s'y sont ajoutées depuis l'accord de paix d'Oslo. Et malgré les efforts de nombreux médiateurs, nous ne sommes pas parvenus à un accord de paix israélo-palestinien. Il est temps de s'engager sur une nouvelle piste et en faisant abstraction de toute considération, on doit reconnaître que le Maroc est le seul pays qui jouit du respect de toutes les parties américaines, israéliennes et palestiniennes et que ces parties comptent sur cet acteur et attendent de sa contribution et son soutien avec impatience. Merci Gidi et merci également Adel et merci à notre invité David Makovsky. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à bientôt.